Et la diversification des relations entre nos deux pays. Très haute considération, professeur Alpha Condé. Et puis le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu les responsables de la société TBA spécialisée dans la construction des barrages hydroélectriques. Ils étaient venus présenter les études de faisabilité et d'impact environnemental du projet de barrage d'Ameria sur le Concouré. Compte rendu Sanasikita. Les responsables de la société chinoise TBA, spécialisée dans plusieurs domaines comme la construction du barrage hydroélectrique au palais Sékou Touré. Objectif, présenter au président de la République le rapport des études de faisabilité de l'aménagement hydroélectrique de Amaria, situé sur le fleuve Concouré, avec une capacité de 300 MW. Je voudrais remercier le chef de l'État, le président de la République, ainsi que Monsieur le ministre de l'Énergie pour tous les soutiens qu'on a eus sur ce projet. C'est pourquoi on peut réussir un bon résultat dans ces petits 6 mois seulement. C'est un grand honneur de pouvoir participer à la stratégie faite par son Excellence Monsieur, professeur Alpha Condé, de développer le pays basé sur l'électricité avec industrialiser le pays par mine. Donc nous pouvons poursuivre notre projet intégré, ça veut dire hydroélectrique avec minière. C'est un grand honneur et aussi c'est une grande occasion. En tant qu'une société de haute technologie et plus expérimentée au développement hydroélectrique et minière sur aluminium, la TBA, nous engageons toujours à alimenter par notre expérience et financement le pays comme Guinée pour se développer par ses avantages au niveau de ressources. Et ici, ça veut dire les ressources bauxitiques et ressources hydroélectriques. Comme ça, nous pouvons coopérer ensemble avec le pays de Guinée pour développer un projet intégré avec notre avantage, expérience, pour formaliser les peuples locaux à être plus qualifiés de développer son pays propre par soi-même. Pendant les 6 mois, même pendant la saison de pluie, on a fait des travaux sans arrêt. C'est toujours par l'appel de Monsieur le Président et aussi en propos de pouvoir améliorer la condition de vie de tout le peuple guinéen. Et nous allons prendre toujours en considération comme notre devoir le développement du pays guinéen et la coopération sino-guinéenne. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique s'est dit satisfait de cet autre grand projet hydroélectrique qui sera aussi bientôt réalisé. Aujourd'hui, je suis très heureux qu'en fin de fin, qu'on puisse avoir une étude de faisabilité pour la réalisation de ce barrage. On se posera certainement la question à savoir, historiquement, tout ce qui a été fait pour aménager le barrage ou le fleuve Concouré. Et certains se souviendront que pendant la Première République, un ministère de l'énergie et du Concouré avait été créé. Mais malheureusement, ça n'a abouti à rien. En 7 ans d'exercice du pouvoir dans notre pays, le barrage de Caleta a vu jour sur le fleuve Concouré. Aujourd'hui, Soapiti est en train d'évoluer à grands pas. Et voici qu'on vient de présenter les études de faisabilité de Amaria. C'est un succès que nous pensons que ça doit être salué. La réalisation du barrage de Amaria va être effectuée par la société TBA en BOT. En BOT, c'est ça qui fait la spécificité. Le président de la République nous a instruit que les grands barrages vont servir les zones minières. Et c'est le cas pour le barrage de Amaria. Donc Amaria, TBA, dans ses activités, va produire de l'énergie pour alimenter les zones minières, une partie pour compléter, renforcer l'alimentation en énergie, l'approvisionnement en énergie de la ligne interconnectée qui va quitter maintenant Conakry jusqu'à Labé, mais aussi jusqu'à Kankan et jusqu'à Zérékoré avec la ligne Guinée-Mali qu'on est en train de boucler le financement aussi. Donc, c'est la Haute-Guinée, la Guinée forestière, la Basse-Guinée et la Moyenne-Guinée qui vont être
électrifié à travers ces lignes d'interconnexion, bien sûr, avec les quantités d'énergie que nous allons avoir à partir du couple ou du complexe Swapiti-Kaleta, enfin plus Amaria pour 300 MW d'énergie. On aurait pu dépasser ces 300 MW, mais nous avons tenu compte des zones minières de Fria, de la compagnie Ruski Alumini. Sinon, on peut aller jusqu'à 600 MW. Mais dans le temps, on verra bien, on aura la possibilité d'augmenter le niveau, la hauteur du barrage pour pouvoir produire autant d'énergie. Amaria ne posera pas de problème d'étiage parce que c'est le dernier barrage, c'est la dernière retenue d'eau. On aura toujours de l'eau pour pouvoir produire ce productible dont j'ai parlé de 300 MW. Le délai de réalisation, c'est 54 mois. Mais comme d'habitude, c'est un délai prévisionnel. Nous allons travailler, comme le président de la République a dit, 3 équipes de 8 heures, soit donc 24 heures sur 24, pour très rapidement réaliser ce projet. Dans 4 mois, la société chinoise TBA compte démarrer les travaux de construction de ce barrage hydroélectrique de Amaria. Dans le même dossier, le 4e projet eau de la ville de Conakry, l'un des plus grands du pays après Kaleta et Swapiti. L'étude de faisabilité a été validée cet après-midi et les travaux de réalisation seront lancés dès 2018. La synthèse avec Kernos Mandialo. L'approvisionnement des ménages en eau potable est l'une des priorités de la Troisième République. Selon les études, Conakry connaît un déficit d'eau potable d'environ 130 000 m3 par jour. Un déficit qui sera bientôt comblé une fois achevé le 4e projet eau de Conakry. Un des projets les plus importants du second quinquennat, tout partira de la rivière Badibaki dans Dubreka où la station de captage d'eau sera installée. Ce projet de 4e projet en fait d'alimentation d'eau à Conakry depuis la rivière Badi qui consiste en fait à faire 17 km d'eau de conduite d'eau brute avec une station de traitement de 150 000 m3 par jour et puis 61 km donc de conduite d'eau traitée. Dans les localités de Kagbelenga, Dubreka et Gomboya, dans Koya, 3 réservoirs d'eau d'une capacité globale de 45 000 m3 vont être construits. Les 5 autres existants dans la capitale seront aussi alimentés une fois les travaux achevés dans 24 mois. Nous l'avons rêvé, c'est-à-dire la réalisation de ce projet, et le professeur Alpha Condé le fera, le réalisera. La certitude est donnée avec l'engagement pris par le gouvernement et tous les efforts fournis par nos partenaires techniques. Ce projet doit pouvoir démarrer au courant du mois de décembre, au plus tard au mois de janvier 2018. Beaucoup d'emplois vont être créés dans le cadre de ce projet, fruit de la coopération sino-guinéenne. Un volet important concerne la réhabilitation de la route de 45 km entre la nationale numéro 3 et Falesade, ainsi que la construction d'un pont sur le fleuve Badi, toujours dans Dubreka. Près de 330 millions de dollars vont être investis pour réaliser ce 4e projet eau de Conakry. Avec le Grand Conakry en perspective, ce projet va accompagner la vision 2040 d'une capitale moderne où la pénurie d'eau ne sera qu'un lointain souvenir. C'est là le défi à long terme. Il a été question de coopération ce matin entre le Premier ministre, chef du gouvernement, et le directeur régional de la Banque mondiale pour l'Afrique. Cheikh Oumar Seydi était venu par ailleurs s'enquérir des préoccupations de notre pays dans le cadre de la mise en œuvre des projets pilotes. La synthèse de la rencontre avec Ousmane Bangoura. Le groupe de la Banque mondiale s'engage à accompagner la Guinée dans la réalisation de ses projets. Déjà, une mission est en séjour de travail à Conakry. Ici, la délégation conduite par son directeur régional pour l'Afrique est reçue par le Premier ministre Mamadi Youla. L'objectif de la visite de Cheikh Oumar Seydi est clair: s'enquérir des préoccupations du pays et voir dans quelle mesure accompagner la Guinée. L'évolution des relations entre la Guinée et le Fonds monétaire, qui sont sur la bonne voie.
qui lance un signal fort justement aux investisseurs à travers le monde. Et c'est arrivé à bon point parce que nous nous apprêtons à aller assister au groupe consultatif de la Guinée, où nous pourrons justement parler de notre expérience et mobiliser le secteur privé qu'il faut pour pouvoir accompagner ce pays, qui est un pays très important dans le cadre de notre stratégie, et un pays où nous travaillons en network collaboration avec le chef de l'État, qui s'intéresse beaucoup à notre institution, et que nous avons l'intention justement d'accompagner sur tous ces projets et ces ambitions pour ce pays. Le Premier ministre Mamadi Youla se réjouit de ce nouvel engagement du Fonds monétaire de la Banque mondiale. Ce groupe compte développer 2 à 3 projets pilotes en Guinée, notamment dans les secteurs agro-industriels. La réalisation de cet ambitieux projet devrait permettre au gouvernement guinéen de renforcer sa volonté politique pour un développement socio-économique du pays. À présent, les échos de la 4e conférence annuelle sur la santé reproductive qui vient de se tenir en Égypte au Caire. La première dame de la République, Aga Gane Condé, y a pris part. Il a été question au cours de cette rencontre de haut niveau du renforcement des capacités en matière de soins de santé dans certains pays africains et asiatiques. Ali Badra Condé. La fondation Merck, basée dans le pays des pyramides, a réuni plus de 450 prestataires de soins de santé, mais également des responsables de certaines structures sanitaires, des chercheurs de plus de 40 pays d'Afrique et d'Asie. La rencontre fait la part belle aux premières dames. Cette conférence regroupe plus de 500 fournisseurs de soins, professionnels de santé, responsables d'élaboration de politiques, chercheurs universitaires des pays d'Afrique subsaharienne et notamment 35 pays africains anglophones et francophones participent à cette rencontre de 2 jours. Cette initiative de la Fondation Merck consiste à contribuer au renforcement des capacités en matière de soins de santé dans certains pays africains et asiatiques. En sa qualité d'invité d'honneur à cette conférence internationale, Aga Gane Condé s'engage en faveur d'un partenariat entre la Fondation Prosmi et la Fondation Merck. Je suis fière d'inaugurer officiellement cette conférence avec mes sœurs, les premières dames du Tchad, de la République centrafricaine, de la Gambie et du Niger, ainsi que la présidente de l'Assemblée nationale de Tanzanie, de la Namibie et la vice-présidente de la Tanzanie, afin de partager cette vision. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Oui, nous pouvons faire la différence par le renforcement des capacités de soins de santé, l'amélioration de la qualité et de l'accessibilité des soins de santé sur le continent en mettant l'accent sur le diabète, l'hypertension et le cancer, ainsi que l'infertilité. Mesdames et messieurs, je suis également tout particulièrement heureuse d'annoncer aujourd'hui le lancement de la campagne de Merck plus qu'une mère en République de Guinée et d'être leur ambassadrice dans mon pays. Vous en apprendrez mieux demain. Un grand merci donc à la Fondation Merck. Il s'agit d'une campagne historique car c'est la première fois que nous avons une initiative qui autonomise les femmes stériles et qui prend soin d'elles. Cette campagne est très importante pour mon pays et pour l'Afrique dans son ensemble. Je soutiens entièrement cette initiative en tant que première dame de la République de Guinée, mais surtout en tant que femme, elle me tient à cœur. Au cours de ces assises de Caire, il a aussi été question de discuter des défis pris par rapport à la stigmatisation des femmes stériles. L'autonomisation des femmes pour l'accès aux informations et aux soins de santé de qualité a été l'autre sujet débattu. Et puisqu'on parle santé, Octobre Rose tend vers sa fin, un mois consacré à la sensibilisation et au dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. En Guinée, l'Association guinéenne pour la lutte contre le cancer a initié des journées de dépistage gratuits. Ce samedi, les spécialistes ont consulté plus de 200 femmes. Reportage Kerno Maroufba, Eugène Dunamo, Abib Tchama.
Jour d'affluence à l'hôpital Jean-Paul II. Ces femmes sont venues se faire dépister des cancers du col de l'utérus et du sein. Ces deux types de cancers chez les femmes sont devenus un problème de santé publique ces 10 dernières années. Pour prévenir d'éventuels troubles de santé liés à ces pathologies, ces femmes prennent le devant. C'est une copine qui m'a suggéré de venir ici. C'est gratuit et c'est bon. Je me suis fait dépister. Je demande aux femmes qui se trouvent à la maison de venir se faire dépister. Pour cette première journée, 200 femmes sont dépistées. Parmi elles, 2 cas suspects du cancer du col de l'utérus et 3 du cancer du sein sont détectés par le corps médical à l'aide de cet appareil appelé vidéocolproscope. Pour le col de l'utérus, l'objectif, c'est de détecter des lésions pré-cancéreuses, des lésions susceptibles de se transformer en cancer si elles ne sont pas traitées. Alors si on traite ces lésions, ça permet d'éviter l'apparition du cancer. Alors déjà, on vient de prendre une image tout à l'heure et qui présente une suspicion de lésions pré-cancéreuses. Pour ce qui est du cancer du sein, qui constitue l'objectif principal du dépistage, on a déjà, à l'heure où je parle, 3 ou 4 cas qui sont déjà suspects de cancer du sein. Selon les dernières données nationales, environ 2000 femmes décèdent du cancer du col de l'utérus et 1500 du cancer du sein chaque année en Guinée. Des chiffres qui interpellent le ministère de l'Action sociale et de la promotion féminine. Normalement, une femme doit être quand même, doit suivre sa santé. Et aujourd'hui, l'association est en train de faire un travail à titre préventif. Nous voudrions les saluer et je lance un appel à toutes les femmes vraiment de venir à Jean-Paul II. C'est une action qui commence aujourd'hui et qui doit en principe se terminer demain. Cette campagne de dépistage gratuite sur ces 2 types de cancers va durer 2 jours. Et puis, lancement à Conakry ce vendredi de la campagne de vaccination gratuite contre la polio. Cette campagne d'administration du vaccin anti-polio aux enfants de moins de 5 ans va durer 3 jours. L'initiative est du ministère de la Santé avec l'appui de ses partenaires. 11 ans après l'expiration du mandat de l'ancien bureau, la nouvelle équipe dirigeante de l'Ordre national des pharmaciens de Guinée vient de prendre fonction. Élus il y a 2 semaines, les membres de ce nouveau bureau se fixent pour objectif notamment de rendre le métier aux professionnels. Sam Marathonlo. Élu le 14 octobre 2017 pour un mandat de 2 ans renouvelable, le nouveau bureau du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de Guinée entre en fonction. L'équipe de Dr Awa Diakité promet de mettre surtout en avant le respect de l'éthique et de la déontologie du métier de pharmacien. La mission du Conseil national de l'ordre, comme le dit son nom, c'est de mettre de l'ordre. Et pour cela, il faudrait que la loi et les textes réglementaires de la pharmacie soient respectés. Donc la priorité, c'est cela, c'est le respect de la loi dans toute sa vigueur. À côté de ce bureau national, 2 sections sont également installées. Elles doivent servir de conseillers aux professionnels du médicament des établissements publics et privés. Nous attendons donc de ce bureau l'accompagnement du ministère de la Santé dans la résolution de tous les problèmes qui assaillent le secteur pharmaceutique. Et ce bureau s'est engagé par la voix de sa présidente comme quoi ils seront là et qu'ils feront tout. Nous ne ménagerons aucun effort pour que ce qu'on attend d'eux dans le travail qu'il faut aux côtés du ministère de la Santé pour réguler le secteur pharmaceutique. Le secteur pharmaceutique a pour mission fondamentale de mettre les médicaments de qualité à la disposition de la pharmacie de la population. C'est-à-dire donc nous, professionnels que nous sommes des médicaments, nous sommes aujourd'hui à la direction générale de la pharmacie centrale de Guinée. Ça veut dire que tout ce que nous pouvons souhaiter de ce bureau, c'est de travailler en harmonie pour que la population guinéenne puisse avoir des médicaments de qualité, pour que le secteur pharmaceutique puisse vraiment être reluisant et pour que le secteur puisse être moralisé dans l'intérêt de nos populations. En attendant de nouvelles mesures du bureau entrant, le secteur guinéen de la pharmacie doit partager le marché avec des amateurs toujours plus accessibles que les professionnels au mépris de la loi. Un reportage de Sori de Kera.
Politique, la Guinée dans la perspective des élections locales. Une mission de la CENI séjourne actuellement à l'intérieur du pays. Elle est allée faire l'état des lieux des démembrements et responsabiliser les CEPI et les CESPI dans l'organisation de ces joutes électorales. Makemedozo. Les élections locales sont des consultations complexes. Des commissions électorales communales, préfectorales et sous-préfectorales indépendantes sont les chevilles ouvrières de l'opération. Ces CEPI et CESPI sont à leur première expérience. Les CESPI sont détachés des CEPI, raison pour laquelle chaque CESPI doit avoir un local adapté où ils vont quand même passer tout le temps à faire en sorte que le processus électoral soit concentré autour des locaux qui sont désignés. Les candidatures sont traitées au niveau des communes rurales. Les élections communales, les résultats sont centralisés au niveau des communes rurales. Nous avons identifié des bureaux pour l'ensemble des CESPI. Les questions de faire des contrats et de louer ces bureaux-là, ensuite les permettre d'aménager pour recevoir le matériel informatique et tout le reste du matériel qui viendra au mois de novembre au sein des CESPI. De Kindia à Boké, en passant par Koya, Dubreka et Bofa, toutes les CEPI et CESPI ont procédé à un contrôle strict pour corriger les dysfonctionnements constatés au sein des démembrements. La présence. Amener les gens à prendre conscience de l'enjeu, ce qui est extrêmement important parce que les élections communales, c'est une première démarche, une première épreuve au niveau de le démembrement. Et tout ce qui peut amener la réussite, il faut prendre suffisamment de dispositions. Et c'est dans ce contexte que la mission de la CENI est venue et travailler avec tous les démembrements en les écoutant et en proposant, n'est-ce pas, beaucoup de solutions aux différentes difficultés qui se posent sur le terrain. Pour la bonne marche des travaux, la CENI a commencé par motiver les agents à la base. Les 8 mois d'arriérés sont payés partout dans le pays. Nous sommes vendredi 27 octobre et c'est la journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Occasion pour les décideurs de jeter un regard sur les archives audiovisuelles. En Guinée, le secteur est encore confronté au manque de techniques de conservation. De nouvelles perspectives sont annoncées par le ministère de la Communication pour sauver le stock d'images et de sons produits par les médias. Reportage Bernard Tonguidou. L'audiovisuel guinéen poursuit sa migration. Le passage de l'analogie vers le numérique est en cours. Mais le secteur est confronté au défi de conservation des archives en son et en images. Depuis 2006, l'UNESCO, à travers la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel, interpelle l'opinion sur la question. Nous avons beaucoup de documents sur support analogique. Les 3/4 de notre fonds documentaire, c'est sur support analogique. Donc le défi que nous avons, il faut transférer ces productions qui datent certaines de 1958 jusqu'en 2006, il faut les transférer sur le numérique. Ça, c'est un défi. À l'occasion de cette célébration, l'accent est mis sur la nécessité de constituer une véritable mémoire audiovisuelle pour la Guinée. Un pari que les autorités s'engagent désormais à gagner. Nous allons demander des efforts financiers importants pour à la fois permettre la conservation des archives, permettre la formation du personnel qui exploite ces archives et en même temps créer des conditions pour que la migration du système analogique vers le système numérique puisse se faire dans les meilleures conditions. Et c'est indispensable pour la préservation de notre culture nationale, c'est important pour la préservation de notre mémoire collective en termes d'actualité, en termes de traitement de toutes les informations liées à la vie politique, économique et sociale. Après plus de 50 ans d'existence, la radio et la télévision guinéenne ont, à ce jour, produit plus de 40 000 heures de sons et d'images, selon le Centre documentaire et d'archives médias. À l'heure de la numérisation, les professionnels souhaitent la valorisation du patrimoine audiovisuel pour le respect de la mémoire nationale. Par ailleurs, les membres du réseau des journalistes pour les activités de l'OMVS Guinée étaient en formation cette semaine à Conakry. Ils ont planché sur le fonctionnement et les projets de cette organisation sous-régionale. L'idée est de mieux informer les communautés riveraines du fleuve Sénégal. Nabi Kamara.
Aider à l'amélioration des conditions de vie des populations des pays membres, c'est la mission assignée à l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Dans l'accomplissement de cette mission, elle mène des activités qui, malheureusement, ne sont pas souvent connues. C'est pourquoi elle a initié la mise en place des réseaux de journalistes pour faire la promotion de ces activités. Le réseau guinéen était cette semaine en formation à Conakry. Le présent atelier permettra à la vingtaine de participants d'être outillés pour la diffusion d'une information de qualité, pertinente et utile sur l'OMVS, de partager les connaissances sur l'organisation, ses sociétés, ses projets et le PJD. Les thèmes de cette rencontre ont porté sur l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, son historique, sa structure, sa mission, ses sociétés et projets et leur impact dans les États membres. Cette formation sera l'occasion de susciter l'intérêt des participants à la production d'articles, reportages, interviews, magazines, documentaires sur les activités de l'OMVS et particulièrement sur la protection des têtes de source dans le bassin du fleuve Sénégal. Le réseau des journalistes pour les activités de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a été créé en mars 2016 ici à Conakry. Autonomisation de la femme, le gouvernement veut valoriser la teinture. 25 femmes de la région de l'Abbé viennent d'apprendre de nouvelles techniques de teinture, une initiative du projet d'appui aux petites et moyennes entreprises du ministère de l'Industrie financé par la Banque mondiale. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. Ce n'est pas une activité nouvelle pour ces femmes de la région de l'Abbé. À Dalaba, Pita, Mali et dans la commune urbaine de l'Abbé, des groupements féminins se sont forgés une réputation dans la teinture. Avec le projet d'appui aux petites et moyennes entreprises financé par la Banque mondiale, le gouvernement guinéen prépare ces femmes teinturières à l'assaut des marchés sous-régionaux et voire même internationaux à travers la valorisation du tissu made in Guinée. Aujourd'hui, il s'agit de renforcer les capacités de ces femmes dans une filière qu'elles connaissent. Je pense qu'une fois que ces femmes vont être formées, elles vont assurer de très bons produits, des produits compétitifs, et ça va contribuer à la création de la richesse sociale. Pendant 2 jours, ces femmes ont appris toutes les étapes de conception et de transformation d'un tissu blanc en un produit fini consommable. Pour la fixation des dessins, par exemple, 2 étapes sont indispensables: le tampon et la corde. Des procédés obligatoires avant le début de la teinture. Au terme des travaux, des bassins, des draps de lit, des robes et autres pantalons complets sont obtenus et forcent l'admiration. J'avais fait beaucoup de formations, mais la formation sur la fixation des couleurs et le conditionnement des produits, je n'avais pas eu le privilège d'apprendre. Je pourrais faire mes produits de qualité, fixe bien les couleurs bien fixées et l'emballage, et puis je pourrais en ce moment envoyer mes produits n'importe où je veux, même à l'étranger je peux envoyer mes produits. La manière dont j'ai vu le procédé, je suis vraiment contente. Je sais qu'à l'avenir, je pourrai faire autant sinon plus. Et ça me profitera et ça va profiter à ma famille. Ce programme de formation-apprentissage sur les techniques de la teinture a touché 25 femmes de la région de l'Abbé. L'objectif du ministère de l'Industrie, des PME, de la promotion du secteur privé est d'impulser une nouvelle dynamique à l'initiative présidentielle d'autonomisation de la femme guinéenne. À présent, l'actualité internationale. Elle nous conduit en Espagne où le Parlement catalan a voté ce vendredi en faveur de l'indépendance. Madrid réplique, le Sénat espagnol a approuvé la mise sous tutelle de la région. Dans le domaine des transports, le gouvernement américain impose de nouvelles mesures de sécurité pour contrôler les passagers en partance pour les États-Unis. Le condensé de l'actualité internationale avec Aboubacar Diaby. Le Parlement de Catalogne déclare l'indépendance, un État indépendant prenant la forme d'une république. Tels sont les propos sécessionnistes du Parlement de Catalogne qui a adopté vendredi 27 octobre une résolution dans ce sens. Par des clameurs à Barcelone, des dizaines de milliers de manifestants indépendantistes ont salué cette décision unilatérale.
Nouvelles mesures de sécurité aérienne vers les États-Unis. Les compagnies aériennes internationales ont commencé à mettre en place de nouveaux contrôles de sécurité pour leurs vols vers les États-Unis. Dorénavant, les passagers à l'enregistrement doivent faire face à un interrogatoire détaillé. Ces mesures imposées par l'administration américaine divisent les passagers, les uns étant rassurés, les autres tout simplement agacés. Record du monde, essai de voiture supersonique Blue Dahond. Toujours au compte de l'aviation, la Blue Dahond supersonique car réalise ses premiers essais publics sur une piste d'aéroport au Royaume-Uni. Sa vitesse atteinte est de 200 000 à l'heure avant sa tentative de battre un nouveau record du monde de vitesse sur Terre. Culture, comment comprendre le mandingue à travers le théâtre? C'est le défi que tentent de relever les artistes du Théâtre national de Guinée. La troupe vient d'ailleurs de jouer au CCFG l'histoire héroïque de Soundiata Keita face à Soumangoro Kanté, une occasion pour les spectateurs de découvrir la plus vieille constitution au monde. Il s'agit bien sûr de la charte de Kouroukanfouga en 1236. Les explications détaillées avec Marie-Angélique Bangoura. Des habits typiquement traditionnels qui rappellent le règne du premier souverain du Mandingue, Soundiata Keita. Ces acteurs du Théâtre national de Guinée se mettent dans la peau des figures emblématiques de l'épopée mandingue. Nous sommes dans la période entre 1100 et 1255. Ici, les rôles du roi Fama, de Sogolon la princesse de Beau, de Soundiata Keita, de Soumaoro Kanté sont ressortis. Cette scène met en action également le livre de Djibril Tamsir-Niane intitulé « La charte de Kouroukanfouga ». Aujourd'hui, j'ai représenté Kouroukanfouga ou en route une adaptation du roman ou de la pièce du professeur Tamsir-Niane. Et ce soir, vous m'avez vu avec la 5e génération de cette pièce. Une très bonne présentation, puisque la charte elle est très longue, mais elle a été très bien saisie par la troupe qui a présenté l'essentiel de la charte. Et la charte est fondamentale parce qu'elle donne assise à la société malienne, à la société mandingue. Et il y a un article essentiel qui est l'article 5, à savoir chacun doit jouir de sa liberté. Dans l'esprit d'un retour à un passé lointain, le récit théâtral retrace quelques importants passages de la charte. Entre autres, la paix, le sanarouya ou le cousinage à plaisanterie et les droits de l'homme. Un spectacle parrainé par Conakry, capitale mondiale du livre, à l'occasion des 72 ans des Nations Unies. Ce que j'ai bien apprécié, c'est la patience. Être patient et non pas aller par force. C'est le message fondamental que nous avons appris. C'était donc une joie pour nous de comprendre ce que c'est la Guinée. La Guinée, c'est un pays membre des Nations Unies. C'est donc une fierté pour nous, la communauté UN à Conakry et même les agences qui ne sont pas représentées à Conakry. Le mandat de Conakry, capitale mondiale du livre, c'est de faire en sorte que le livre soit célébré. Et vous avez vu que c'est un texte du professeur Djibril Tamsir-Niane qu'il a écrit. Et on voulait faire cette mise en scène, présenter ça au public guinéen pour faire passer le message du livre autrement. Donc je pense que le Théâtre national de Guinée a fait un travail magnifique et ce travail, le commissariat va se battre pour faire tourner dans toute la Guinée et pourquoi pas ailleurs pour vraiment prouver le talent de nos comédiens, de nos artistes. Je pense qu'aujourd'hui le livre sort de l'écrit, ça prend une autre couleur. Cette autre scène met en valeur les écrivains de Guinée à travers leurs scripts transportés dans un décor théâtral élargi. Sport football pour boucler cette édition. Après sa finale perdue il y a quelques semaines face au Afia de Conakry, le Orea a pris sa revanche ce soir en remportant la Super Coupe de football par 1-0 contre les Verts Blancs de Dixine. Le compte rendu complet demain avec nos équipes. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à très bientôt.
Besoin de sécuriser vos biens et vos entreprises? Votre environnement